À propos de Lyon, dès avant la chute de la royauté, qui date du 10 août 1792, et l'instauration de la Convention, la violence verbale la plus excessive était déjà de mise à Lyon. En 1791, le Courrier de Lyon, qui était le journal local, le journal à la solde des clubistes lyonnais, le Courrier de Lyon parlait à longueur de colonne, je cite, d'éventrer et de livrer les cadavres aux corbeaux, de mettre leurs boyaux en bandoulière et de boire dans les crânes éviscérés des aristocrates. Donc la Révolution, dès 1791, utilise de tels termes à Lyon. La persécution religieuse, donc avant ces années de terreur officielle, la persécution religieuse ne se payait pas de mots. Le jour de Pâques 1791, c'est-à-dire que le roi est encore vivant, à la porte de l'église des cléristes, des fidèles venus à la messe de 6 heures, à 6 heures du matin, sont attaqués par une bande de forcenés qui, armés de fouets et de cordes, se ruent sur les femmes, les dénudent et les fouettent presque jusqu'à la mort, tandis que d'autres lapident les hommes qui essayent d'intervenir. L'horreur a duré 4 heures sans que l'autorité publique alertée ne bouge un doigt. Après les massacres de septembre, alors les massacres de septembre, c'est septembre, commence le 2 septembre 1792, la royauté est tombée le 10 août 1992, et après les massacres de septembre qui virent l'extermination de 1600 prisonniers absolument sans défense, Collot d'Herbois écrit « Sans le 2 septembre, il n'y aurait pas de liberté, il n'y aurait pas de convention nationale. » C'est-à-dire que le massacre est donc bien indispensable à ce qu'ils appellent la liberté. Que se passa-t-il à Lyon? Lyon est une ville de 150 000 habitants. Elle compte 32 sections urbaines et 4 sections des faubourgs qui délèguent des représentants au club des amis de la Constitution, à savoir les Jacobins, c'est-à-dire au club franc-maçon de Lyon. À la tête des Jacobins, Joseph Chalier, c'est un ami du ministre Roland. Roland est un Lyonnais, et c'est un grand admirateur de Marat qui l'imitera. Il voudra être le Marat lyonnais, il y réussira, et au-delà de ses espérances. Il est rentré à Lyon, il était à Paris, le 24 août 1792, et il intègre la municipalité lyonnaise. Il veut épurer Lyon, ville réactionnaire, dont il veut éliminer les riches. Ses partisans sont appelés les Chaliers, alors lui c'est Joseph Chalier, on appelle ses partisans les Chaliers. Ils vont occuper le devant de la scène depuis septembre 92 jusqu'à mai 93. Dès le 9 septembre, ils tentent de perpétrer à Lyon les mêmes massacres qu'à Paris. Ils déterminent une liste de 200 aristocrates qu'il va falloir exterminer. Alors je vous explique ce que c'est qu'un aristocrate. Dans la terminologie de l'époque, vous ne pouvez être que 2 choses. Soit vous êtes patriote avec eux, soit vous êtes aristocrate contre eux. Et il n'y aura pas de troisième voie. Donc on dresse une liste de 200 aristocrates qu'il va falloir exterminer dans les prisons. Mais la garde nationale va intervenir, et elle ne sauvera pas 3 officiers et 4 prêtres tirés du lit, lapidés dans la rue et massacrés. Donc, les massacres de septembre n'ont tué à Lyon que 7 personnes, alors qu'ils en auraient voulu au moins 200. Chalier affiche à cette époque dans les rues de Lyon: aristocrates, feuillantins, rolandins, modérés, tremblez. Les eaux ensanglantées du Rhône et de la Saône charrieront vos cadavres jusqu'aux océans épouvantés. Le temps de nettoyer la France est venu, que ce soit par le fer ou par le feu. Le peuple souffre, tant mieux. Il faut mettre ces calamités à profit. Mourez ou faites mourir. Il faut épurer la République. Les massacreurs paradent dans Lyon avec des têtes qu'ils viennent de couper et qu'ils exhibent dans les cafés où ils offrent à boire, où ils leur offrent à boire. À des gens attablés au café, on met au bout d'une pique une tête coupée en lui disant « Veuillez donner à ce monsieur à boire ». Et ensuite, ils vont exhiber ces têtes au théâtre où ils montent sur la scène et où ils font des parades de têtes coupées au bout de piques. Lors du procès du roi, le procès du roi, c'est la même période, c'est automne 1792. Les Chaliers tentent de faire signer par la force une pétition en faveur de l'exécution du roi. Mais les Lyonnais ne veulent pas et ils réagissent violemment. Chalier ne réussit pas à obtenir l'assentiment de la population lyonnaise pour sa politique républicaine. Le 6 février 1793, les Chaliers préconisent l'installation de la guillotine sur un pont au-dessus du Rhône pour que les têtes tombent directement dans le fleuve
la violence verbale atteint son comble. Le 9 mars, on procède à l'élection de la nouvelle municipalité. La pression de représentants de la Convention, des représentants de la Convention à Paris exercent la pression, toute la pression qu'ils peuvent, mais l'abstention est record. Grâce à cette abstention, une majorité absolue va être en faveur des Jacobins. Alors je signale au demeurant que pour la Convention, ça a été la même chose. La Convention a mobilisé 10% du corps électoral disponible. Ce sont ces gens-là qui vont diriger la France pendant 2 ans. Les Chaliers tiennent désormais la ville puisqu'ils sont à la municipalité. Ils vont rester au pouvoir pendant 80 jours. Leur programme: taxation des denrées par la force. Alors j'explique ce que c'est que la taxation des denrées. La taxation des denrées consiste à déterminer un prix dont on ne peut pas sortir pour faire circuler les subsistances. La taxation a toujours été une revendication populaire, mais elle s'est toujours faite par la négociation. Là, les Chaliers vont taxer de façon arbitraire et par la force, ce qui en général ne correspond jamais à une réalité des prix sur le terrain. Ils vont organiser la répression de tous les opposants et organiser une armée révolutionnaire payée par imposition des riches. Imposer les riches, c'est la seule voie pour que, je cite, « la raison perce la nuit des préjugés ». Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux sont victimes de préjugés, et que le règne de l'égalité commence et que le peuple souverain nivelle tout à sa souveraineté et la République sera sauvée. On veut donc tout niveler par le bas, ce qui est d'ailleurs le seul moyen de niveler, parce que je ne vois pas comment on puisse niveler en aucune manière par le haut. Tirer tout le monde par le haut, ça serait franchement beaucoup trop compliqué. Donc, quel est l'ennemi de la République? C'est le riche, donc le patron. On va le faire payer le patron, c'est lui la cible. Or, à cette époque, même si les corporations ont été supprimées, ouvriers, maîtres et marchands fabricants sont solidaires. Ils sont du même métier. C'est-à-dire qu'en fait, on va de force instaurer une espèce de lutte des classes qui n'existait pas, puisque tout le monde dans les métiers faisait partie de la même grande famille. C'est la famille corporative, mais les corporations ont été abolies et on peut désormais s'en prendre à ceux qu'on appelle les riches, à savoir ceux qui possèdent encore quelque chose. Seul un tiers des sections est avec la nouvelle municipalité et les 2 tiers restants vont organiser la résistance. Le monde du travail ne veut pas de cette révolution égalitaire. Ils veulent imposer l'égalité par la force. Et d'ailleurs, ça continue. On nous vend partout qu'il faut être égaux et je n'ai jamais entendu aucun argument qui justifie cette égalité. Pour moi, l'égalité, c'est une aberration. Je connais l'égalité devant Dieu, ça c'est une valeur absolue. À part ça, l'égalité, c'est véritablement quelque chose qu'on nous impose. Le 29 mai 1793, à Paris, la Convention va décréter une nouvelle déclaration des droits de l'homme. Écoutez bien si c'est joli. 29 mai 1793 dit dans son article 35 « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » C'est beau, c'est beau. Et le même jour a lieu à Lyon un soulèvement des sections contre Chalier. On veut chasser les buveurs de sang, on veut le retour à une municipalité véritablement lyonnaise qui défende les intérêts des Lyonnais, on veut la fin de la tyrannie des clubs et on arrête Chalier. On se plie donc à la volonté de la Convention. À Paris, le 2 juin 1793, les montagnards ont renversé les Girondins et les montagnards veulent une république une et indivisible. À Lyon, le 15 juin, Chalier est jugé et condamné dans une ambiance absolument hystérique. Tous les crimes de Chalier sont dans les mémoires d'une foule qui veut absolument la mort de ce sanguinaire. Mais, que dit-on? Lyon a trahi. Lyon a trahi comme la Vendée. Il va falloir sévir. Marat et Robespierre font décréter la destitution de tous les administrateurs et les fonctionnaires de Lyon, traîtres à la patrie et rebelles. Alors d'une main, la rébellion et l'insurrection est le plus sacré des droits et le plus impérieux des devoirs, et de l'autre, on destitue tous ceux qui, suivant leur conscience, ont fait destituer un fou absolument sanguinaire. Alors, je crois que je me suis trompé sur une date. Je crois que c'est le 24 juin, l'article 35, quand le gouvernement vient. Ah, je crois que je me suis trompé de date.
Donc c'est le 24 juin qu'a lieu cette déclaration, et le 12 juillet, la Convention déclare Lyon en rébellion contre la République. Le 16 juillet, Chalier est exécuté à Lyon. Lyon va donc être obligé d'organiser sa propre résistance et nomme un royaliste à la tête de l'armée lyonnaise. Lyon était jusqu'à présent républicaine et elle fait appel à un royaliste. Pourquoi ? Parce que Lyon organise sa défense avec toutes ses forces vives. Et parmi ces forces vives, vous avez un royaliste qui va avoir la compétence pour défendre sa ville. La Convention donne à Kellermann l'ordre d'assiéger Lyon. Le 7 août, Kellermann se positionne sur les collines environnant Lyon avec 15 bataillons de 400 hommes chacun, 5 escadrons de cavalerie et 100 canonniers, soit en tout 20 000 hommes, alors qu'il en attend 10 000 autres pour terminer l'encerclement. Le 8 août, les délégués de la Convention Dubois-Crancé et Gauthier déclarent la guerre à Lyon et lui somment de se rendre. Lyonnais, écrivent-ils, nous sommes devant vos portes parce qu'un décret de la Convention nous ordonne de rétablir l'ordre républicain dans Lyon. Et nous y sommes avec des troupes fidèles à la République qui ont juré la mort des tyrans. Nous sommes vos libérateurs. Nous venons arracher les patriotes d'entre les mains des aristocrates qui les ont emprisonnés après le 29 mai. 29 mai qui est la date d'arrestation de Chalier. N'imitez pas les rebelles de la Vendée. Le premier coup de canon est tiré contre Lyon le 10 août, juste un an après la chute de la royauté. Ils vont tirer en tout 44 000 boulets, 5 000 gargousses à mitraille. Savez-vous ce que c'est qu'une gargousse ? C'est une poche qui contient de la poudre. Une gargousse à mitraille, c'est une poche qui contient de la poudre et de la mitraille, c'est-à-dire des clous, des bouts de fer rouillés, tout ce qui peut constituer une arme absolument abominable après une explosion. On met ces gargousses dans les canons et on fait des meurtres de masse absolument atroces. Ils ont donc 5000 gargousses à mitraille qu'ils ont fabriquées. 600 000 coups de feu seront tirés, soit en tout 16 200 impacts par jour pendant 40 jours. Lettre de Roncin, commandant de l'armée révolutionnaire à Lyon. Une population de 120 000 âmes à Lyon. Il n'y a dans tout cela non pas même 1500 patriotes, mais 1500 personnes qu'on puisse épargner. C'est-à-dire, on revendique donc qu'on s'apprête à éradiquer 90% de la population lyonnaise. Le 15 août, Dubois-Crancé, donc émissaire de la Convention, rapporte « Lyon a été criblé cette nuit de bombes et de boulets. Partout, des incendies ont éclairé le ciel en plusieurs quartiers de la cité. Ceux qui souffrirent le plus furent les quartiers de la rue Saint-Dominique et du grand hôpital des terreaux. Ce fut un feu d'enfer. 2000 personnes périrent cette nuit-là. » Le 22 août, c'est encore pire. L'hôtel-Dieu sur lequel flottait le drapeau. Alors vous savez ce que c'est qu'un hôtel-Dieu, hein, c'est ce qu'on appelle l'hôpital. À l'origine, dans ce temps-là, ce qu'on appelait l'hôpital, c'était l'asile. L'hôtel-Dieu, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'hôpital. L'hôtel-Dieu sur lequel flottait le drapeau noir des Lyonnais, comme sur les 50 clochers de la ville, le plus beau monument de ce genre en Europe, fut incendié 44 fois. Cet hôpital dans lequel gisaient 1500 malades et blessés, hurlant de douleur et d'épouvante tandis qu'on les emportait dans la poussière des décombres et la fumée des incendies, reçut durant 40 jours plus de 600 bombes. Ceux qui purent être sauvés furent évacués dans les couvents désaffectés. C'est donc bien une politique très précise de bombarder un hôtel-Dieu. Couthon. Alors Couthon, c'est, vous savez, le paralytique qu'on retrouvera aux côtés de Robespierre. Il était à Lyon à ce moment-là. Il écrit à Paris. Les muscadins de Lyon, alors les muscadins, pour eux, c'est les riches. Hein, c'est les riches lyonnais. Les muscadins de Lyon sont au bout de leur peloton. Hier, un boulet est tombé sur la voûte d'une cave où plus de 500 de ces gredins étaient enfermés. Sautez, muscadins. Ils sont partis vers l'autre monde pour y donner des nouvelles de la contre-révolution. L'hôpital ayant servi de retraite aux rebelles lyonnais, nos grenadiers y ont mis le feu et ils continueront à le faire. Le magasin à poudre vient de sauter, grand Dieu, le joli feu d'artifice. Je n'ai jamais vu de feu d'artifice plus divertissant. Alors le feu d'artifice était une distraction de tout le XVIIIe siècle, il faut le savoir. Donc la façon de faire des feux d'artifice pendant la Révolution, désormais c'est ça. Le 24 août, le bombardement de Lyon dure de 16h
jusqu'à 8 heures du matin, sans discontinuer. Furieux que les Lyonnais ne se rendent toujours pas, Dubois-Crancey ordonne de laisser les morts sur place pour qu'ils empestent et provoquent des épidémies. Y a-t-il une guerre où on ne retire pas les morts? Oui, la guerre contre Lyon. On ne fait aucun prisonnier, on tue immédiatement sur place. Dans la nuit du 7 au 8 septembre et celle qui suivit, 500 bombes et 1000 boulets rouges tombent sur la ville. Du 9 au 21 septembre, le bombardement ne cesse pratiquement pas. Fin septembre, les Lyonnais n'ont plus rien à manger. Ils font cuire des herbes dans de la graisse de parfumerie. C'est la famine. Lyon capitule le 8 octobre 1793, après avoir vu la destruction de 1600 de ses maisons. Malgré les engagements pris, les délégués venus apporter la reddition seront fusillés ou guillotinés sous divers prétextes. Loi du 1er octobre 1793, présentée par Barrère. Ça veut dire quelque chose, 1er octobre. Reynald vient de nous en parler. C'est à la Vendée que se reportent les vœux coupables de Marseille, la vénalité honteuse de Toulon, les cris rebelles des Lyonnais. Donc quand on décide d'exterminer les Vendéens, on fait également référence à la rébellion des Lyonnais. Les mouvements de l'Ardèche, les troubles de la Lozère, les conspirations de l'Eure et du Calvados, les espérances de la Sarthe et de la Mayenne, le mauvais esprit d'Angers et les sourdes agitations de quelques départements de l'ancienne Bretagne. Mais ils sont en train de reconnaître que c'est toute la France qui ne veut pas d'eux et qui se rébelle. Donc l'extermination a bien pour but de terrifier tous ceux qui se révoltent contre ce régime inique. Le 9 octobre, la répression est lancée contre la ville rebelle. La ville s'est rendue. La ville s'est rendue. On va donc lui faire payer sa défaite. Une rafle est organisée de tous les biens saisis au détriment de familles chassées de leur domicile. On entre dans les maisons, on chasse les habitants qui se retrouvent à la rue et on pille tout ce qu'ils ont. On pille, on tue, on guillotine, on viole. Vous avez des soldats qui entrent dans les maisons, que croyez-vous qu'ils fassent avec les femmes de la maison? Officiellement, il y aura 1682 exécutions. Un affidé de Robespierre en avoue 6000. Il y en aura en fait beaucoup, beaucoup plus. Saint-Just dit, le 10 octobre 93, « Vous avez à punir quiconque est passif dans la République et ne fait rien pour elle. » C'est-à-dire qu'à Paris, on décrète à présent que c'est un crime que de ne pas soutenir la République. Car son inertie est une trahison et le range au nombre des ennemis publics. Or, entre le peuple et ses ennemis, il n'y a rien de commun que le glaive. Il faut gouverner par le fer ceux qui ne peuvent l'être par la justice. Et il faut comprimer la majorité monarchique ou neutre. La République ne sera fondée que le jour où les sans-culottes, seuls représentants de la nation, seuls citoyens, régneront par droit de conquête. Le 12 octobre, la Convention décrète, et ce décret de la Convention arrive à Lyon le 16. Le nom de Lyon sera effacé du tableau des villes de la République. La réunion des maisons conservées, parce qu'il est question de tout détruire, la réunion des maisons conservées portera désormais le nom de ville affranchie. Il sera élevé sur les ruines de Lyon une colonne avec cette inscription « Lyon fit la guerre à la liberté, Lyon n'est plus ». On lance la régénération de communes affranchies. Et c'est extraordinaire, vous avez des courriers datant de cette époque partant de Lyon qui sont incompréhensibles par l'écrasante majorité des habitants de la France. Ça n'est plus Lyon, c'est ville affranchie, ça n'est plus le calendrier habituel, c'est un calendrier républicain. Donc un courrier partant de Lyon à cette époque-là est rigoureusement illisible. On va donc lancer la régénération de communes affranchies. Il n'y restera que la maison du pauvre et les bâtiments consacrés à l'humanité et à l'instruction publique. Alors l'instruction publique, c'est un vaste sujet qu'il faudra absolument à un moment donné aborder. Je vais le faire, je vais commencer à le faire prochainement. Ce qu'on appelle l'instruction publique, c'est faire rentrer dans les têtes de la République que les nouvelles valeurs sont rigoureusement l'inverse des anciennes. On loge la troupe révolutionnaire chez l'habitant, où on guillotine le mari et on se sert de la femme et de la fille, vous devinez comment.
Le 26 octobre 1793, à 8 heures du matin, Couthon se rend en grand apparat, escorté d'une troupe très nombreuse de sans-culottes, devant un bel immeuble de la place Bellecour. La place Bellecour, c'est une des plus belles places d'Europe. Mais le faste de la place Bellecour offense la sévérité des mœurs républicaines. Que croyez-vous qu'on va faire à la plus belle place de l'Europe? Il se dirige vers la plus belle des maisons et il en frappe une pierre avec un petit marteau. C'est le signal de la démolition des plus belles maisons de la plus belle place d'Europe. Dans les maisons de la place, les habitants évacuent éperdument leurs biens alors que les démolisseurs sont déjà à l'œuvre et défoncent les toits. Ils jettent leurs biens par les fenêtres et leurs biens tombent en même temps que les gravats au cri de « Vive la République !» Les démolitions vont durer 6 mois et seront accompagnées de pillages par des bandes de voyous. Chacune des 32 sections de la ville devra fournir chaque jour 30 démolisseurs et la garnison 400. Les comités révolutionnaires de Lyon assureront la fourniture des masses, des leviers, des pinces, des haches, des brouettes et des tombereaux. Les salaires des démolisseurs sont ainsi fixés. 3 livres pour les hommes vigoureux de 20 à 60 ans, 35 sous par sexagénaire, 20 à 35 sous par enfant de 9 à 16 ans, 30 sous pour les femmes de 20 à 60 ans, et enfin 4 livres pour les professionnels employés aux démolitions, charpentiers, serruriers, menuisiers et autres. On utilisera en tout 20 000 démolisseurs et on usera du canon pour aller plus vite et abattre des immeubles en enfilade. Le 2 décembre, on annonce aux clubistes, alors vous avez compris qui sont les clubistes, un grand acte de justice nationale se prépare. Il sera de nature à épouvanter dans les siècles à venir ceux qui songeraient encore à s'insurger contre la République. Pour assurer à ce spectacle la majesté qui s'impose, les corps armés, les magistrats du peuple et les fonctionnaires sont invités à y envoyer une députation. Ce jour de justice doit être un jour de fête. Signé d'Orfeuille, président du tribunal révolutionnaire. Le 4 décembre, on amène 60 jeunes gens enchaînés les uns aux autres et on les juge en quelques minutes. On les emmène dans la plaine des Brotteaux où on les enchaîne 2 à 2 face à une fosse qui leur servira de sépulture commune. Et on leur tire dessus à coups de canon, à mitraille. Les membres et les têtes volent de toutes parts au son du tambour. Ceux qui vivent encore sont achevés au sabre. Leurs gémissements retentiront pendant des heures et quelquefois des jours. Il reste pourtant 209 prisonniers dans les geôles de Roanne. On les convoque et on leur demande leur nom et leur prénom, et ça suffit. L'énoncé de leur nom et nos prénoms est suivi immédiatement de leur condamnation à mort. On les emmène dans une prairie menant à la Pardieu et on les attache à des saules. Et là, la fusillade commence. Il y a bien évidemment plus de blessés que de morts. On les achèvera à l'arme blanche. Cette mise à mort fut interminable. Certains râlaient encore le lendemain. Des Jacobins se vanteront d'avoir joui du spectacle depuis la fenêtre d'une salle où ils festoyaient en compagnie de prostituées. L'orgie fut totale. La veille, les épouses, les mères et les sœurs en voile de deuil s'étaient rendues à l'hôtel de ville où siégeait le tribunal révolutionnaire et s'étaient jetées aux pieds de Collot d'Herbois et de Fouché. Lassés d'entendre leurs gémissements, ils les ont fait chasser sans ménagement et une fois dehors, les ont prévenus que si elles se rapprochaient, on les ferait partir au canon. Dorénavant, tout rassemblement de femmes serait interdit à Lyon. 2 femmes ayant malgré tout manifesté leur indignation ont été condamnées à être attachées 6 heures durant entre les 2 montants de la guillotine dégoulinante du sang des exécutions de la journée. On comptera en tout 17 000 exécutions, dont des enfants de 4 à 7 ans et un chien, et on entendra un perroquet comme témoin. La chute de Robespierre a mis fin aux fusillades. La vengeance des survivants sera terrible et les violences recommenceront avec sauvagerie. Lyon est passé de 150 000 habitants à moins de 80 000. C'est un chiffre qui fait comparer Lyon à la situation de Marseille après l'hécatombe de la peste de 1720. Je vous remercie.